allons-y avec les rouages de la traduction machine. Grosso modo, très grosso modo, comment ça fonctionne les moteurs de traduction? Il y a plusieurs mécanismes qui interviennent dans le transfert linguistique. À la base, des dictionnaires, des règles de transfert grammatical, syntaxique, sémantique et morphologique, des corpus parallèles, donc des mémoires de traduction, donc des corpus parallèles de traduction humaine, des fonctions d'apprentissage profond maintenant. Donc, c'est ce qu'on appelle des réseaux neuronaux. Donc, c'est comme une capacité, en fait, à empiler les analyses simultanément, ce qui fait qu'on va obtenir des meilleurs résultats plus rapidement. Et finalement, ben là, justement, c'est le grand modèle de langage, je l'ai découvert seulement hier, donc j'aurais pu le rajouter ici, quoique ce n'est pas tous les moteurs de traduction encore qui l'utilisent. D'après ce que j'ai pu voir, c'est le cas de DeepL, mais je ne crois pas que ce soit le cas, par exemple, de Google Traduction, où il y aurait des vérifications à faire de ce côté-là. Donc, dans un premier temps, ben, le moteur de traduction, il va décortiquer la structure de chaque phrase, puis la fonction de chaque mot, justement, pour pouvoir être capable d'établir ses règles de transfert éventuellement. Il va déterminer les meilleures correspondances dans ses dictionnaires, ses corpus, donc par méthode statistique. Puis ensuite de ça, il va appliquer les règles de transfert pour réorganiser. Il se ramasse avec un gros écheveau de correspondance, puis c'est là qu'il va appliquer des règles de transfert pour réorganiser tout ça, être capable de restituer le texte dans la langue d'arrivée. Donc, vraiment, grosso modo, ça fonctionne un peu comme nous, hein, c'est un peu le même, justement, nos processus cognitifs. On analyse la phrase, on détermine à quoi ça correspondrait, puis ensuite de ça, on unit tout ça ensemble. Donc, cette logique-là, en fait, ben, évidemment, elle va apporter des failles. Comme la machine, elle suit des règles, puis qu'elle vraiment, elle suit des règles, ben, on a besoin d'un bon texte de départ pour que les règles puissent être appliquées. Sinon, on va fausser son analyse. Donc, si on a des coquilles, des problèmes de construction dans la phrase source, ben, effectivement, l'analyse va être un peu plus difficile et les résultats risquent d'être un peu plus douteux. Hop, hop, hop. Ah, ça y est, ça sera pas long, je vais y arriver. OK. Donc, elle suit des règles, dont des dictionnaires et des corpus. Donc, ça aussi, ça peut apporter des problèmes. Premièrement, il faut qu'elle soit capable de choisir le mot juste, hein. Donc, si on a justement des cas de polysémie, un mot qui se traduit de différentes façons avec différents sens, ben, il faut que la machine soit capable justement de choisir le bon mot dans toutes les solutions possibles. Il y a des problèmes aussi avec les connotations qu'elle n'est pas forcément capable de comprendre, et tout comme les nuances aussi, elle n'est pas capable forcément de faire les nuances. Il y a aussi, s'il y a des mots inconnus dans notre texte à traduire, par exemple des sigles, des noms propres en particulier, ben, elle ne saurait pas trop quoi faire avec ça parce que ça ne rentre pas dans ses dictionnaires. Donc, soit qu'elle va nous fournir une traduction qui est inexacte, elle va proposer quelque chose, mais ça va viser à côté de la cible. Soit qu'elle va copier, elle va laisser le mot, par exemple, en anglais en le laissant tel quel. Ou, pire encore, elle va tout simplement l'escamoter, puis on ne le retrouvera pas dans le texte d'arrivée parce qu'elle ne saura pas quoi en faire, puis fou, elle le fait disparaître. Ben, laisser en dessous du tapis, c'est comme ça on règle le problème. Sinon, bien évidemment, ça va dépendre aussi de la qualité des sources utilisées. Donc, si vos dictionnaires, vos corpus, s'il y a des erreurs dedans, il y a des problèmes, ben, elle va les reproduire, les erreurs. D'ailleurs, avec les mémoires de traduction, c'est le cas aussi, même si on fait de la traduction tout simplement humaine à partir de mémoires de traduction. Ben, s'il y a des erreurs dans nos mémoires de traduction, tu sais, j'ai souvent vu ça, entre autres, à la fonction publique fédérale, où on nous demande de reprendre tel quel, justement, ce qui vient de la mémoire de traduction, mais on remarque des erreurs dedans, ben là, la meilleure solution qu'on a à notre portée, c'est tout simplement de signaler à la personne. On a reçu comme consigne d'utiliser la traduction qui était en place, mais si on reproduit l'erreur, ben, en même temps, c'est pas mieux non plus. Si on veut la briser, on est peut-être mieux justement de signaler à la personne qu'il y a une erreur là, puis après ça, ben, ils prendront la décision en fonction de, justement de leurs règles internes. Puis finalement, ben, la machine a traduit aussi le texte par segment. Même si on montre un texte complet dans un moteur de traduction, elle n'aura pas de vision générale, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas capable forcément d'analyser le texte dans son entier. C'est encore là de plus en plus, mais c'est pas encore au point. On va y arriver, mais pour l'instant, la machine, elle analyse le contexte immédiat seulement. Donc, souvent, la phrase qui précède, la phrase qui suit, des fois, elle est capable de remonter quelques phrases
avant, mais de manière générale, elle va vraiment se limiter au contexte immédiat. Donc, n'ayant pas de vision générale, ben, ça amène des problèmes de cohérence et d'uniformité, donc de cohérence dans l'information, puis d'uniformité dans la terminologie. Surtout si le texte est très segmenté. Ça aussi, on va le voir plus loin. Plus le texte est segmenté, plus on prive finalement la machine de sa capacité d'analyse. On y enlève le peu de vision qu'elle peut avoir. Donc, évidemment, les résultats souvent vont être fragmentés eux aussi. Puis, on remarque aussi que dans des phrases, et ça c'est encore le cas maintenant, quand les phrases sont longues et complexes avec plusieurs propositions, la machine a tendance à omettre des nuances importantes. Donc, c'est tous des points justement qu'il faut faire attention en sachant justement finalement comment réfléchit le moteur de traduction. Ben, ça nous aide à comprendre en fait pourquoi que, justement il y a certaines erreurs qui se produisent dans notre texte. Puis après ça, ben, ça facilite aussi la recherche de solutions. Donc, la machine a toutes ces failles-là, mais surtout, elle n'a pas vraiment de capacité de jugement ou d'extrapolation. Donc, pas vraiment, parce que ça aussi, ça se développe de plus en plus. Les grands modèles de langage, c'est entre autres à ça justement que ça sert, c'est d'être capable d'extrapoler autant que possible pour arriver à un résultat qui est très, très naturel. Mais au-delà de ça, ben, en même temps, elle ne connaît pas le contexte de communication. Elle ne connaît pas forcément l'intention du message, le public cible, le registre de langue. Le registre de langue, c'est encore là, ça, c'est maintenant, il y a des fonctions d'email, par exemple, vous pouvez demander un texte plus formel ou un texte plus familier. Donc ça peut s'ajuster. Mais encore là, le type de média, ben encore là, ça, pour l'instant, il n'y a pas de fonction qui permet de dire, ben, par exemple, je m'en vais dans X, dans Twitter, mon nombre de caractères est limité. Donc, hein, souvent, justement, en suivant l'anglais de près, ça finit par produire un foisonnement incroyable. Puis là, ça rentre plus justement dans nos limitations de caractère. Donc, le type de média. Les coquilles du texte de départ, ça aussi, un bémol là-dessus. Les machines sont de plus en plus capables de passer par-dessus les coquilles et de les ignorer, d'être capables d'interpréter correctement malgré les coquilles, mais reste que ça peut poser des problèmes. Donc, problème de nuance et de connotation, comme on disait un petit peu plus tôt. C'est très rare, justement, qu'elle va être capable de sentir, finalement, si, justement, dans les nuances et les connotations, je me rappelle que le moteur de traduction automatique, il y a quelques mois, j'avais à traduire un synopsis d'émission pour enfants, puis la petite autruche qui voulait prendre soin de son papa, mais là, la machine avait traduit qu'il voulait jouer au médecin avec son papa. Donc, on s'entend que justement, la connotation, elle n'a pas compris la connotation de jouer au médecin, puis là, on se ramassait avec quelque chose d'assez inapproprié comme texte. Donc, c'est le genre de choses, justement, qu'elle n'est pas capable forcément de sentir. Problème d'uniformité terminologique, parce qu'encore là, les moteurs de traduction, ils essaient d'obtenir, en fait, justement, le meilleur résultat possible. Mais comme ils ne savent pas trop, justement, devant la polysémie, devant les différents types de, tu sais, les différents mots qu'ils peuvent choisir, ben, ils vont essayer toutes les traductions, tous les équivalents à tour de rôle pour voir lequel qu'on va retenir. Parce que lui, il veut continuer d'apprendre. Donc, avant, justement, à moins que vous ayez un moteur entraîné et que vous intégriez vos propres ressources terminologiques, ben, à ce moment-là, c'est justement, il va essayer. Puis encore là, même si vous avez vos propres dictionnaires, puis que vous les intégrez, si un mot en anglais a plusieurs équivalents possibles en français, ben, il y a des bonnes chances que le moteur de traduction essaye chacun de vos équivalents, même si justement, ça va être un peu plus proche de la réalité. Mais si, par exemple, tel client le traduit de telle manière, puis qu'un autre client le traduit complètement différemment, ben là, bon, il va quand même falloir que vous remplaciez justement les termes pour une question d'uniformité terminologique. Une uniformité stylistique aussi à tenir en compte. Donc, par exemple, justement, surtout dans les titres ou les énumérations, on va voir ça. Encore une fois, comme il essaie un peu tout pour voir qu'est-ce qu'on va conserver, ben, il va passer, par exemple, de l'infinitif à l'impératif ou au substantif dans les titres. Donc, encore une fois, nous, il va falloir tout réuniformiser ça en faisant un choix à la fin. Et ce qu'on voit aussi, beaucoup, c'est des répétitions abusives, parce qu'encore une fois, on va le voir un peu plus loin. Le français aime très peu les répétitions. On a d'autres procédés pour exprimer la réalité, alors que l'anglais, c'est la manière dont il va exprimer justement les choses. Il va utiliser beaucoup de répétitions. Donc, la machine, en suivant justement en collant à l'anglais de très près, ben, va répéter elle-même, justement, va reproduire ces répétitions-là. Ça aussi, je vous dirais, de moins en moins, elle commence à être capable d'utiliser de plus en plus
des pronoms possessifs, ce genre de choses-là, ce qui n'était pas le cas il y a encore environ 6 mois. Donc, c'est ça. Tout ça, ça évolue extrêmement rapidement. Puis c'est pourquoi dans les exemples que vous allez voir, il y a des fois où ce que je les décline sur plusieurs années, parce que c'est intéressant de voir à quel point justement la machine, elle évolue d'une année à l'autre.